pense être un bon artiste, mais je suis un vrai con aussi. J'y arrive pas, ça sert à rien. Quand t'es nul, quoi. Moi, j'aime tout le monde, mais je gueule sur tout le monde. C'est une façon d'être juste. Je crois que le but dans la vie, c'est de s'accorder. C'est un peu comme quand t'es en couple. C'est pas de s'aimer, le plus important, c'est de se supporter. Voilà, se supporter dans la durée et dans le temps. Nouvelle émission, réflexion à la con. Salut, ici David Krantz. Je te dis pas que ce que je pense c'est la vérité, hein. Je peux penser de grosses conneries, je te dis juste mon idée actuelle qui peut changer demain ou dans 2 heures. Tout ça, ça génère du clic, les gars. Ça sert à rien de crever la dalle, autant survivre. Et c'est malsain, Je suis l'ami de tout le monde, hein. Je suis aussi l'ami des gauchistes, il n'y a aucun problème, mais pas des bien-pensants. C'est un produit que l'on vend. Eux, ils critiquent un produit, quoi. À savoir que le produit, moi, c'est ma vie. Tu connais les bretelles ou pas? On en a fait une chasse au Togo, non? Il y a eu des morts, on les brûlait, en fait. On peut faire évoluer les mentalités en leur faisant honte, en leur foutant des coups de bâton sur la gueule, par exemple. On est féministe, ouais. Mais on n'est pas des chiennes de garde qui vont dire « Allez, pas d'hommes, on les emmerde tous, c'est tous des connards. » On vous accueille avec beaucoup de bienveillance. Surtout quand on a besoin d'un petit coup de temps en temps. Malheureusement, on vit ensemble, en vivant seul, on vit ensemble. On est des femmes aussi avec un petit côté macho où on essaye de s'imposer un peu comme ça, quoi. Allez, à genoux, je vais te fouetter. Le masque me permet de garder ma vie privée. J'ai aussi 2 belles cicatrices à la tête ici, qui sont des agressions. Il avait la gueule comme ça, toute gonflée. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose qui n'allait pas dans l'opinion bien-pensante publique actuelle. Quand vous atterrissez en psychiatrie, ils vous dessapent pas que de vos fringues, ils vous dessapent aussi de votre humanité. Alors je suis désolée, je vais être cash. J'ai parlé d'un viol que j'ai subi quand j'avais 19-20 ans. Voilà, ce qui serait choquant de dire en France, ici je peux me permettre de le dire sans crainte pour quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en France, on va en prison pour ses pensées. On donne un regard sur ce qu'est l'éducation nationale aujourd'hui, qui est une grosse merde, il faut le dire, mais c'est un dinosaure qu'il faudrait démolir. J'avais la phobie de l'école, d'aller tous les matins comme à l'abattoir. Je subissais ça en fait. Plus la violence des gosses. De toute façon, à quoi ça sert de faire des enfants? J'arrive. On me pose des questions. J'ai le droit de faire des lives pour des adultes quand même. J'appartiens pas aux enfants. Merde. Est-ce qu'on peut porter plainte pour harcèlement contre des enfants? Dès que je me connecte, ding, 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 toutes les 5 secondes. Harcèlement. C'est horrible. En fait, j'écris n'importe où. J'écris sur des coins de nappe, mon agenda, j'écris sur ma main. On parle de prostitution, mais je suis une vraie pute, quoi. Ça, c'est clair. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent. J'espère aussi, mais tu connais les enfants, ils regardent toujours par le trou de la serrure. C'est que l'État français incite les patrons à payer au SMIC. Ils nous prennent pour des parasites sociaux. Ah ouais, vous bossez pas, vous êtes des feignants. Mais bande de connards, quand on bosse, on se fait supprimer le RSA. Laissez-nous survivre. L'honnêteté ne paye pas. On balance ça exprès pour que les gens soient soumis et qu'ils se fassent enculer par des gens qui sont malhonnêtes et qui sont plus riches que toi. Et qui vont pleurer. Il l'a mal pris, c'est son problème, j'en ai rien à foutre. Pourtant le mec, tu vois sa gueule, t'as l'impression qu'il a 16 ans, il en a 35. Hein. Son écriture, c'est pareil. Hein. Le mec, il me dit qu'il est étudiant, donc étudiant, c'est-à-dire qu'il a son diplôme. Moi, j'ai pas le diplôme, je fais moins de foot que lui. Pour moi, c'est un mec insignifiant. T'as peur, Rambo? Moi, je suis Chuck Norris, je vais t'enterrer. Bon, écoute, tu te la pètes? On va voir si t'as des couilles. Vas-y, viens. Je vais te massacrer. Voilà ma réflexion à la con de ce jour. Salut, ici Guruka, donc bienvenue pour un 9e épisode de Ralk, hein, déjà, ça fait un peu plus de 2 mois qu'on fait ça, donc je vais recevoir aujourd'hui Jacques Terpan, un dessinateur qui est passé par pas mal de boîtes. Il a commencé avec les humanoïdes associés, il a fait Dargo, il a fait Futuropolis, il a fait Glénat, donc on va le recevoir là d'ici quelques secondes. Juste au programme, donc la semaine prochaine, le 24 avril, je recevrai Yves Godin, connu aussi sous le pseudo YG. Il fait de la musique et il est aussi chef de service, je crois, au CNRS en virologie. Donc il va avoir beaucoup de choses à nous dire. La semaine d'après, fête du travail, 1er mai, Phil K
sera notre invité. C'est le chanteur de Enso Fort et il y a un autre album en prévision. Le 8 mai, je recevrai Frédéric Candian, qui est l'auteur, entre autres, des légendes méta-urbaines de Cryptopolis, qui vient de sortir. Le 15 mai, je recevrai Alain Schlockhoff, qui est le rédacteur en chef de l'Écran Fantastique, de Fantastica, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de trucs à côté, ça avait commencé par un fanzine, et voilà. C'est aussi le créateur du Festival international de Paris du film fantastique et de science-fiction. Il est critique de cinéma, il a été co-auteur de 2 livres, 100 monstres du cinéma fantastique et l'encyclopédie de la science-fiction. Et sans plus attendre, mes amis, vous êtes déjà 6, merci. Nous allons appeler Jacques Terpan. A tout de suite. Bonjour Jacques. Bonjour. Je ne sais pas si l'image passe, là, je suis en ligne ou pas. Non, là on te voit pas pour l'instant, on ne voit que ma tête, qui n'est pas la plus belle. On va voir si j'arrive. Je dois être là. Voilà. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment tu vas? Et bienvenue dans l'atelier, voilà où tout se fait. Beaucoup de livres, hein. Belle bibliothèque. Et j'ai une pièce en rond comme Montaigne. Et donc les pièces en rond font de bonnes bibliothèques. Ah oui, ça je veux bien le croire. Alors dis-nous tout Jacques, déjà présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît. Voilà, on t'écoute. Je suis auteur de bande dessinée. Actuellement je travaille pour Futuropolis, voilà, qui est la partie bande dessinée de l'édition Gallimard. En ce moment, je n'ai pas d'actualité, le Covid a fait qu'on a préféré sortir des bouquins plus tard. Et j'ai sorti récemment, mon dernier livre s'appelle Nez de cuir, qui est avec le scénariste Jean Dufaux, une adaptation d'un vieux roman de l'écrivain Jean de Lamarande. Voilà. Un prochain roman adapté de Jean Giono, cette fois, va sortir, qui sortira pour la rentrée, et qui est un roi sans divertissement adapté de Giono. C'est un triptyque qui avait commencé avec un livre sur Céline, qui s'appelle Le chien de Dieu, et voilà, c'est trois livres qui iront de pair et qui feront qui seront trois versions, 3 albums de BD ayant pour source la littérature. Voilà. Alors sinon, je suis en fait très représentatif d'une génération qui a fait de la bande dessinée, parce que quand nous étions enfants et au XXe siècle, si on dessinait, le dessin c'était la bande dessinée. La bande dessinée a été vraiment le moyen d'expression pour les gens qui faisaient du dessin, c'est-à-dire qui avaient un penchant pour la représentation du monde, pour le dessin figuratif. Il y avait comme un entonnoir, le seul cursus possible, c'était la bande dessinée. Voilà. Et ma génération, moi, a été nourrie par ça. D'accord. J'ai vu que tu fais pas mal d'adaptations de romans dernièrement. Alors, c'est pendant des années et des années, la bande dessinée, depuis ses origines, contrairement au cinéma. Par exemple, le cinéma, c'est inspiré de la littérature d'emblée. Hein. Dès qu'on commence à tourner des films muets, on adapte des romans. En bande dessinée, ça n'a pas été vrai. Il y a eu quelques exemples sporadiques, mais ce n'était pas une règle. Aujourd'hui, c'est quasiment en train de le devenir, mais ce n'est pas une règle. Et on a beaucoup tourné sur nous-mêmes, avec soit des auteurs complets qui faisaient tout, soit avec des couples très connus, scénaristes, dessinateurs,
Grand exemple, Goscinny, Uderzo. Voilà. C'était le modèle. Et puis, il y avait quelques exemples. Philippe Drouillet avait adapté le Salammbô de Flaubert, etc. Bon, il y a eu quelques exemples avant. Jacques Tardy, grand pionnier dans ce domaine, a fait des adaptations de Léo Mallet, voilà, récurrentes. Mais ce n'était pas la règle. Et moi, j'ai commencé comme auteur BD classique, c'est-à-dire que après les études, etc., on se voyait un peu comme dessinateur prestataire, en fait, quoi. Donc, on nous proposait des scénarios, on les dessinait, voilà. On rentrait dans ce couple classique de la bande dessinée, le scénariste et le dessinateur. Et puis, il y a un moment, moi, la quarantaine passée, ce truc ne me satisfaisait plus. Je n'arrivais pas à trouver mon plaisir là-dedans. Je trouvais comme exécutant, on va dire. Et je me suis dit, je vais travailler seul. Et je vais faire des histoires qui me plaisent davantage. Et donc, n'ayant pas voulu me jeter tout seul dans le grand bain en inventant une histoire personnelle, je me suis dit, je vais adapter un roman. Et il y a un auteur que je lisais depuis longtemps, qui est Jean Raspail, qui a disparu l'an passé. Et je l'avais rencontré en tant que lecteur, parce que quand j'ai commencé à démarrer, on en reparlera dans le journal Métal Hurlant, il était souvent critiqué favorablement dans le journal, et j'avais lu comme ça ses romans, et comme toujours quand on aime un auteur, on tire le fil de ce qu'il a fait à côté, et donc j'avais à peu près tout lu. Et donc au moment de chercher un scénario, j'ai pensé à un de ses romans qui s'appelle Qui se souvient des hommes, qui est pour moi son plus beau livre, qui a été prix du Livre Inter, un livre qui avait eu pas mal de succès dans les années 80, et qui se passe à la pointe de la Terre de Feu avec les Indiens à la calouffe, tous disparus aujourd'hui. Donc je relis ce roman, puis j'arrive pas à en faire de la bande dessinée, parce que c'est très extérieur comme ton, c'est très... Il n'y a pas de dialogue, voilà, il y a très peu de dialogue et tout, donc la bande dessinée c'est quand même le dialogue. Donc je tire un autre bouquin que j'avais bien aimé, qui s'appelle Sept cavaliers, et dont je me souviens de la critique favorable par Jean-Pierre Dionnet, le patron de Métal Hurlant. Donc je relis le roman, et là je suis dans quelque chose qui est profondément de la bande dessinée. Je retrouve même une vague parenté avec un grand auteur de BD que j'aime beaucoup, qui est Hugo Pratt. Voilà. Il y a quelque chose de commun. J'en parlerai à Jean Raspail plus tard, et je découvrirai que Raspail a tout lu Pratt. Donc ils se sont, voilà, il y avait un petit lien familial comme ça entre les deux. Et donc j'attaque comme ça, et j'ai commencé à faire des adaptations de romans, avec ce premier roman de Jean Raspail, en 3 tomes, Sept cavaliers. Ensuite, comme ça avait pas mal marché, et que ça avait été très bien reçu, j'ai fait le Royaume de Boré, dont l'image est là à côté de moi, en 3 tomes, de la même façon, qui vient de ressortir avec cette couverture très récemment, les trois volumes compilés ensemble. Ensuite, j'ai écrit des scénarios tout seul, je suis en train de le faire actuellement pour un bouquin qui sortira plus tard. Et puis le hasard a voulu, dans les hasards de la vie, qu'avec Jean Dufaux, qui est un scénariste très reconnu dans notre monde, on fasse ces 3 bouquins basés sur la littérature, qui sont 2 adaptations et un roman qui est une fiction sur ces livres. En fait. Voilà. Donc voilà, je passe du livre écrit au livre dessiné. D'accord, et c'est pas trop difficile de rentrer un livre sur... parce que tu es limité à 48 pages, c'est ça? Plus ou moins. Non, on n'est plus limité. Ça, c'est le vieux... C'est le vieux concept. D'accord. C'est le vieux concept, qui était un concept technique, en fait. Hein, les livres sont faits par cahier de 8 pages, etc. Donc, à partir de 46 pages, c'était rentable. Voilà. Donc ça, non, on fait plus ça. Moi, les albums que j'ai faits sont parfois plus importants. Alors, ce qui est vrai, c'est que on peut les découper en plusieurs albums. C'est ce que j'ai fait pour Royaume de Boré comme pour Sept cavaliers. C'est 3 fois 3 livres. Quoi, voilà. D'accord. Pour les adaptations littéraires, on a fait en un seul livre un peu plus volumineux. Voilà. Donc, il n'y a plus de règles aujourd'hui de ce côté-là. D'accord. J'ai vu en faisant justement la petite vidéo qu'on mettra à 14h que tu utilises pas mal de choses. J'ai vu que
Il y a de l'encre de Chine, il y a de la peinture. Toute ta technique de Oui. dessin, c'est... Oui. Voilà. En fait, il y a la technique de la bande dessinée historique, c'est un dessin vrai, noir et blanc. Tout le monde a vu ces planches de bande dessinée. Un dessin en trait, et ensuite la couleur était faite à côté, de façon très mécanique et très... Je m'en foutiste souvent dans les premières BD. Hein, voilà. Alors c'était du Bendé, il y avait des professionnels de ça qui arrivaient à le faire très bien, il y en a qui le faisaient de façon très secondaire, avec c'était des aplats. Bon. Le bon exemple, c'est Tintin. Et puis il y a eu un moment de rupture où la technique a permis de faire des bandes dessinées comme de la peinture. On pouvait apporter la couleur directement sur la planche. C'est un grand changement des années 70. Et donc à partir de ce moment-là, il y a des dessinateurs qui explosent en faisant ça. Moebius, entre autres, amène tout ça merveilleusement. Mais des Anglais le faisaient déjà, comme Frank Hampson. Et à partir de là, effectivement, on va découvrir ça. Moi, ma génération va découvrir ça, alors qu'elle n'est pas encore professionnelle. Et donc, je vais m'y mettre tout de suite. Voilà. Donc, effectivement, moi, alors je garde le tracé noir, le cerné noir est là, parce qu'il est pour moi consécutif à la bande dessinée, en fait. Hein. Mais je fais une couleur un peu plus complexe, un peu plus aquarellée, voilà, un peu plus couleur directe, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Mais ça doit te prendre du temps alors pour faire un album. Ah oui, ça c'est long. On ne peut pas sortir avec ces techniques-là, on ne peut pas sortir plus d'un album par an, quoi. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est du boulot. Ce qui est un peu, ce qui est un peu en train de finir, ça. Donc, pour comprendre ça, il faut peut-être que je vous explique ce que je disais au début, c'est-à-dire d'où vient la bande dessinée, en fait. Je suis convaincu que la bande dessinée est en fait, au XXe siècle, va devenir le refuge du dessin. C'est-à-dire, voilà, parce que l'art classique, dans l'entre-deux-guerres, on va dire, abandonne définitivement le figuratif. C'est terminé. Or, les enfants continuent à dessiner, à tenter de représenter le monde, et il y a toujours des gens qui dessinent, et des enfants qui continuent au-delà de l'âge raisonnable. Donc, il y a une génération d'artistes qui va arriver au moment d'essayer d'en faire un métier. Et tout ce qu'ils vont avoir à proposer, personne n'en veut. Ça n'a plus de place dans le monde de l'art de leur époque. C'est-à-dire avant-guerre et juste après-guerre, quoi, grosso modo. Alors, il faut bien bouffer, donc ces gens vont pousser une porte qui est un refuge, où là, il y a des choses à faire, qui est la bande dessinée, la presse. Et dans la presse, il y a de la bande dessinée, c'est du dessin, c'est un truc qui vient des États-Unis. Donc, aux États-Unis, il y a de grands auteurs qui font ça. J'ai quelques livres à côté de moi, par exemple, Prince Valiant, hein, voilà, Oui. Harold Foster, très beau dessin. Donc, ces dessinateurs-là, ces dessinateurs américains, vont influencer, pour commencer à travailler, une génération d'auteurs européens, français. Je pense à Raymond Poivet, je fais un clin d'œil à Jean-Pierre Dionnet, qui, comme moi, l'admire beaucoup, et qui est un très grand dessinateur, qui va fonder ce métier pour les Français, par exemple. En Belgique, vous avez de la même façon Paul Cuvelier, qui est un très grand dessinateur, mais il a d'autres ambitions. Voilà. Il a d'autres ambitions. Et ces gens-là vont faire une carrière assez belle en bande dessinée, mais par défaut. Ce n'était pas leur ambition première. Cette génération va, elle, fabriquer des gens qui vont les avoir lus et qui vont se penser comme des auteurs de bande dessinée dès le début, contrairement à cette génération première. Donc, on va avoir c'est Raymond Poivet, par exemple. Je me laisse pour prendre quelques livres dont je parlais. Le voilà.
Le voici. Donc Raymond Poivet, on lui a consacré après voilà, un classique de la bande dessinée qui est Futuropolis. C'est une anthologie de ce dessin de Poivet. Voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, voilà le dessin classique de bande dessinée, c'est-à-dire du noir au blanc. Là-dessus, on pouvait éventuellement mettre une couleur. Hein. Même maison d'édition, chez qui est la mienne aujourd'hui. Voilà, Poivet. Alors ça doit beaucoup à Alex Raymond au début, et personnellement, je trouve qu'il va plus loin après. Il est très bon, Poivet. Pareil pour Cuvelier, qui effectivement en Belgique publie ce type de dessin réaliste aussi. Ceux-là, comme je le disais, vont enclencher une génération de lecteurs qui dessinent et pour qui la bande dessinée sera un métier, qui sont les premiers professionnels à avoir voulu faire ce boulot. Et c'est donc tous ceux qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire Franquin, JG, qui sont les grands créateurs de bande dessinée franco-belges. Eux, ce sont des auteurs de bande dessinée à part. Ma génération, à moi, qui arrive bien après, donc nous aurons lu ceci, et nous allons avoir la chance de faire tout le processus d'évolution de la bande dessinée. C'est-à-dire que quand on est gamin, on lit Hergé, Tintin, Spirou, c'est mon cas. Voir les petits bouquins halls de gare venus d'Italie, en fait, et voilà, qui sont des bouquins qu'on trouve dans les kiosques. La bande dessinée, c'est de la presse, il faut bien penser ça, toujours, hein, c'est rien d'autre. Et puis il y a un type génial qui est René Goscinny, Astérix, Lucky Luke, et tralala, qui va avoir envie que ça soit de tirer ça vers le haut. Et voilà, il est très français, Goscinny. Pour nous, le maître étalon de la culture, c'est le livre, le vrai, hein, avec le format, la collection blanche. Voilà. Donc, Goscinny ne va pas se contenter de ce métier populaire, etc. Il va vouloir faire toujours mieux. Et donc, il va pousser, les ballets ont commencé avec Casterman et Tintin, mais il va pousser à faire le livre, l'album. Astérix, c'est l'album. Et ça va bien marcher. Et il fait ça à partir d'un journal, donc Spirou, Tintin, etc. Quand on est au collège, on lit le journal de René Goscinny qui est Pilote. Qui est, excuse-moi, ça a coupé à ce moment-là. Voilà, Pilote. Ah, Pilote. Pilote. Alors, Pilote, il a une... Voilà du Fred. J'ai mis du Fred parce que je sais que tu aimes bien Fred. Oui, c'est vrai. Et Pilote, il a un sous-titre qui est intéressant, qui est le journal qui s'amuse à réfléchir. Voilà. Alors, ça, c'est du Lecomte. Alors, Lecomte, voilà. Lecomte, c'est le réalisateur, en fait. Hein. D'accord. Gottlieb, qui est voilà, la rubrique à braque, Gottlieb, bon, ça va être... Ça va faire plaisir à mon modérateur, ça, il aime bien Gottlieb. Tous ces gens vont exploser dans Pilote. Et donc c'est une expérience formidable, le Pilote. Le Pilote va développer vraiment une bande dessinée beaucoup plus adulte, tellement plus adulte qu'ensuite, elle va exploser ensuite en plusieurs revues. Mandrika, qui est Gottlieb, Bretécher vont fonder l'Écho des Savanes, etc. Bon, on connaît l'Écho des Savanes. Et puis après, quand moi je suis au lycée, dernière année lycée, le bac, un truc phénoménal arrive, et c'est Métal Hurlant. Voilà. Ah oui. Métal Hurlant avec la mythique couverture de Moebius. Donc moi je suis au lycée, j'ouvre ça, et voilà, je vois Moebius, et là on est exactement dans ta question précédente, c'est-à-dire la couleur directe. Voilà. Alors ça va être notre Bible, voilà, Drouillet, Métal numéro 2, Jean Solé, qui vient de Pilote, et qui fait Métal numéro 3, voilà, etc. Donc c'est de la science-fiction.
la science-fiction de l'époque, la science-fiction américaine, elle est immense. Elle a nourri la littérature aussi. Les gens comme Houellebecq, Pierre Michon, sont des gens qui ont lu énormément de bandes dessinées. Houellebecq le revendique tout le temps. Et j'entendais l'autre jour Pierre Michon qui disait qu'il avait écrit un roman de science-fiction. Il envisage même de le réécrire. Donc voilà, donc c'est notre culture de base. Et là-dedans, donc, où il y a des critiques, etc., je lirai la première critique de Jean Raspail, que j'adapterai ensuite, quoi. Et le processus de BD, c'est ça. Alors, aujourd'hui, notre génération, en revanche, la mienne, qui n'avions que comme ambition de poursuivre, on est davantage occulté. Il y a une génération qui est arrivée tout de suite derrière nous, qui a créé, avec un discours plus de rupture, qu'on pourrait appeler grosso modo la génération de l'association, qui s'est posée en rupture avec tout ça avant, sur les formats, les nombres de pages, la couleur. Ça a donc... ils ont davantage capté le monde médiatique parce qu'ils avaient un discours de rupture que nous n'avions pas. Donc moi, j'appartiens à une génération qui n'a pas été médiatisée, quoi. On ne nous a pas beaucoup vus. Heureusement pour nous, les lecteurs nous ont vus. Donc, et en revanche, cette génération est moins attirée, comme elle fait du plus long terme, du plus gros volume en nombre de pages, etc., va privilégier un dessin beaucoup plus spontané, beaucoup plus rapide. Et donc, c'est le dessin qui nous a marqué et qui a marqué depuis l'apparition de la bande dessinée, depuis que Poivet, dont je parlais, etc., est en perte de vitesse, puisque en fait, le temps et l'argent, qui n'est plus là non plus, fait qu'il intéresse, il n'est pas porteur d'avenir demain, quoi, je crois, sincèrement. Et ça a eu des conséquences sur la bande dessinée, c'est ça? Sur le style? Ben, ça a des conséquences artistiques. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, le dessin de bande dessinée est un dessin extrêmement spontané. L'autre jour, j'épluchais comme ça, je rangeais cet atelier, et je suis tombé sur un scénario fait par Luc Cornillon, qui vient de Métal Hurlant avec Yves Chaland, qu'il avait fait pour un autre de nos amis, qui est Francis Vallès, qui a fait Les Maîtres de l'Orge, etc. C'est devenu une série télé. Et en fait, je regardais le storyboard de Luc Cornillon, ce qui pour nous était un storyboard. Aujourd'hui, il est publiable comme tel par un auteur, par un éditeur. Voilà. Donc, il y a une évolution du dessin. On s'intéresse davantage à un dessin spontané, rapide, qui pour nous était une mise en place, devient le dessin officiel, en fait. Voilà. Voilà. C'est une évolution. En même temps, quand ça résume peut-être ce que je disais tout à l'heure, où en fait l'art, à un moment, s'est désintéressé du dessin, il a fait le lit de la bande dessinée. Aujourd'hui, la bande dessinée reprend peut-être cette évolution de l'art en se désintéressant à son tour du dessin. Voilà. Qui sait? Je ne sais pas, c'est possible. Ouais, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Voilà, c'est une hypothèse. D'accord. Bah, on est déjà 9 spectateurs, donc il y a des gens qui trouvent passionnant, comme Patrice Galmard, qui est réalisateur. Eric BLNS, je crois qu'il fait partie de tes contacts, qui trouve la conférence très intéressante. Il y a... Pardon? C'est un grand collectionneur. Voilà. D'accord. Bonjour sinon à tous les autres. Bianca, qui est auteur, Leïla. Il y a Eric, mon modérateur, mais je pense connaître la réponse, qui demandait si tu n'as pas envisagé de travailler avec un coloriste. Je crois que tu l'as fait dans les débuts, c'est ça? Non, jamais fait. Jamais fait. Non, j'ai toujours été mon propre coloriste. Ça, la couleur m'intéresse beaucoup, moi. D'accord. Je me souviens de dessinateurs, un dessinateur ami qui lui ne faisait pas ses couleurs, qui les fait maintenant et formidablement bien, me dit, moi quand j'ai fini la planche et quand j'attaque la couleur, ça me stresse, quoi. Moi quand j'ai fini la planche et que j'attaque la couleur, ça me décontracte. Donc ouais, c'est pas du tout le même... voilà. Ça m'a jamais posé de problème. La couleur, c'est la partie plaisir pour moi. Et je reconnais chez certains auteurs, comme grands dessinateurs comme Bilal, je vois par exemple que Bilal est comme ça. C'est-à-dire que Bilal, parfois,
le dessin lui pose problème, mais quand il attaque la couleur, il n'a plus de problème. D'accord. Bah, et de toute façon, en faisant la couleur toi-même, au moins t'es pas déçu du résultat, quoi. Tu délègues pas, tu perds. Je ne peux me plaindre qu'à moi si ça ne me plaît pas. Ouais, et bon, après, c'est peut-être une histoire de temps, mais je crois que t'es pas là-dessus. Toi, tu fais ton œuvre et t'as pas envie de gagner du temps en déléguant à un coloriste. Non, non, mais je ne suis pas un gros producteur d'abord d'albums. Hein. Il faudrait que je me retourne. Non, je les cache. Donc, mes albums sont là. Mais j'ai pas. D'abord, je sais pas combien j'en ai fait. J'ai jamais compté de bouquins. Mais je sais une chose, c'est que je suis pas dans les gros producteurs. Voilà, j'ai fait du dessin en général, donc j'ai fait d'autres choses. Quand on démarre, on est content de faire des livres qu'on accumule, mais en fait, il faut comprendre assez vite qu'aujourd'hui, les livres, ça reste, donc on n'a pas intérêt à faire des livres à jeter de la masse, quoi. François Skeuten, qui est un grand dessinateur belge, qui est de Métal Hurlant aussi, entre autres, et ensuite du journal à suivre, c'est l'équivalent de Métal Hurlant, mais c'est pour les éditions Casterman. François Skeuten, qui a dit qu'il arrêtait la bande dessinée, a dit à juste titre, j'ai plus envie de nourrir la bête. Et je crois que ça c'est très vrai, c'est pas des gens de notre âge n'ont pas à alimenter la machine comme si on chauffait le fourneau d'une machine à vapeur, quoi, avec le charbon. Hein, voilà. On n'a pas besoin de. Il y a une quantité d'albums qui sort astronomique par an. On s'en fout qu'il y en ait un peu plus, un peu moins. Si c'est pas pour des raisons alimentaires, c'est pas la peine de faire ça, quoi. Voilà. Donc moi je fais les bouquins que j'ai à faire et j'en ferai sans doute de moins en moins, quoi. Voilà. Donc, Oui, je vois que tu retournes au portrait aussi. T'as fait un album de. oui, j'ai toujours bien aimé le portrait, donc je vais faire un demi-tour, une volte-face si je le trouve. J'ai fait, il y en a deux versions. J'ai fait, ça rejoint les livres qui sont derrière moi et la littérature. On a fait ce bouquin qui s'appelle Trait Portrait et qui est en fait, c'est un jeu au départ. Donc on a fait ces 40 personnes, 40 auteurs qui ont compté pour moi en fait, pour des raisons. Alors certains m'ont été par des hasards de rencontres. Là, il y en a deux qui sont importants sur la page que j'ai choisie. Jean Raspail, ici, que j'ai adapté, et Yves Chaland, ici, qui était un grand auteur de bande dessinée, trop tôt disparu, parce qu'il est mort à 33 ans, et qui était un camarade depuis l'école, depuis les Beaux-Arts, quoi. Alors, en bande dessinée, pareil, ouais, c'est les hasards de la pagination. Hein, Moebius d'un côté, et de l'autre côté, Céline que j'ai adapté. Voilà. Donc, c'est un bouquin qui a comme ça 40. La science-fiction, dont on parlait tout à l'heure, la grande époque. Donc Philippe Cadic, qui est un immense auteur, tout court d'ailleurs, hein, pas forcément que de science-fiction. Frank Herbert, Dune, voilà, le classique des classiques. Lovecraft, avec, ça doit être Time and Again, c'est Clifford Simak, Demain les chiens, etc. Donc voilà, c'est un petit livre, il y a un petit texte qui explique tout ça qui est avec. Et puis, comme on est dans un métier de collectionneur, il y a une version beaucoup plus chic et chère qu'on peut acquérir avec. Bon, il y en a beaucoup qui sont déjà partis, mais je vous montre la même page sur le grand livre. Voilà, les mêmes auteurs, avec ce bouquin sous coffret qu'on peut avoir avec un dessin. Voilà, c'est la partie, une forme du travail. Et tu travailles sur photo? Pour les portraits, oui, c'est obligatoire. Ouais. On cherche un peu. Là, par exemple, je fais un boulot pour un événement qu'il va y avoir autour de Roger Limier. Alors, par exemple, il y a des gens comme Roger Limier, c'est compliqué parce que c'est un type qui est très poseur. Donc, dès qu'on a une photo, il prend une pose, voilà. C'est un peu difficile. Non, j'ai fait plusieurs portraits de Giono.
Et je me suis amusé, on s'est amusé avec le scénariste, parce que ça faisait partie du jeu, à représenter Giono joue un personnage dans la bande dessinée. D'accord. Excuse-moi, j'ai eu un petit bug sur mon autre écran, donc ça m'a un peu troublé. Par contre, par rapport à ton métier, tu as dû, enfin c'est ce que tu m'avais raconté au téléphone, tu as fait beaucoup de choses aussi, on va dire alternatives. Tu m'avais expliqué par rapport aux éditions longues. Est-ce que tu veux en parler déjà? Euh, Oui, oui. Bah, je peux, En fait, moi, j'ai fait une carrière dans le dessin. Donc, on fait des choses qui sont assez diverses. Par exemple, je parlais à l'instant de Roger Nimier. Roger Nimier, je fais un bouquin qui est un bouquin unique. C'est-à-dire que on a pris un de ses grands romans qui est Les Enfants Tristes. On prend un beau livre, un tirage grand papier, et puis je fais un portrait de Roger Nimier au format du livre, hein, donc c'est fait à la loupe. Je fais 5 ou 6 illustrations qui illustrent le texte. C'est relié par un relieur qui en fait un livre unique. Bon. Et donc ça, c'est vendu ensuite aux enchères. Donc ça, c'est le minima du minima qui puisse exister dans le métier de dessinateur, parce qu'il y a un exemplaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment marginal. J'en ai pas fait beaucoup, des bouquins comme ça, mais j'en ai fait 5 ou 6 déjà. Un bouquin de Jean Raspail, un bouquin de Giono, un bouquin de Céline. Voilà. Donc ça, c'est la plus petite, version possible d'un livre. J'ai fait des choses différentes. Avec Françoise Ray, qui a été un des grandes plumes érotiques françaises, La femme de papier, je crois qu'elle a vendu 300 000 ex ou quelque chose comme ça. On a fait un livre illustré, qui est un livre érotique. J'en ai fait un, comme ça, voilà. J'ai fait, voilà, c'est assez vaste, quoi. J'ai fait plein de choses différentes. J'ai fait beaucoup d'affiches, j'ai fait beaucoup de publicité. Même il y a un moment, j'ai arrêté la publicité, mais quand on était Yves Chaland, dont je parlais tout à l'heure, c'était pareil. Notre génération qui a commencé dans les années 80, c'est les grandes années de la pub avec des moyens dans la pub. Donc on a beaucoup travaillé pour ça aussi. Voilà, j'ai fait l'hôtellerie de Disneyland. Voilà, j'ai fait des affiches pour ça. J'ai fait plein de choses. Voilà. D'accord. Oui, bah, c'était surtout alimentaire, j'imagine, pour la plupart du temps. Mais la contrainte n'est pas une. J'ai fait un petit bouquin. Je me retourne à nouveau. Je suis désolé, jeunes gens. J'ai fait un petit bouquin qui est épuisé aujourd'hui, qui s'appelle L'Imagier de Jacques Carpent. C'est en train de le chercher, vous ne le trouverez pas. On est en train d'envisager une réédition. Mais la première partie de ce livre, c'était le dessin alimentaire. Et le dessin alimentaire, voilà, c'est que de la pub. Bon. Or, en faisant que de la publicité, que des images comme ça, c'est vrai pour Yves Chaland, c'est vrai pour d'autres. Voilà une page amusante, c'est l'heure de repas vient de passer, c'est que de la bouffe. Voilà. Et ben, on pouvait aussi faire des choses où on se faisait tout à fait plaisir, quoi. C'était pas du tout. Là, vous avez tout de la publicité pour du désherbant systémique pour maïs jusqu'à des lames de scie tournantes. Voilà. Mais avec ça, on arrivait à se faire plaisir aussi, tout en gagnant assez bien sa vie, quoi. Donc, ça faisait partie des gammes du pianiste, un peu, si on veut. Voilà, c'était pas du tout. Oui, c'était pas du tout une contrainte. Ça avait beau être alimentaire, ça restait quand même passionnant à faire, quoi. Alors, je peux répondre à 2-3 questions, parce que je vois des questions qui passent. Emmanuel Guibert, oui, bien sûr, c'est un très grand dessinateur. Sa guerre d'Alan est vraiment bien. Comment vous est venue l'idée de créer le livre La Citadelle Pourpre? Alors, ça fait partie de ces jobs qui sont des aventures de jeunesse. On avait créé, j'étais le dessinateur avec Doug Headline, qui est Tristan Manchette de son prénom, le fils de Jean-Patrick Manchette, avait créé un magazine pour lequel on a travaillé, qui a compté en bande dessinée. Moi, je faisais la pin-up qui alimentait les têtes de rubrique. Ça s'appelait Starfix. Et au même moment, ou juste avant, je crois, il avait lancé en France chez Hachette
la première collection de livres interactifs. Et donc, c'était des bouquins, voilà, je me retourne à nouveau. J'aurais pas dû masquer le livre. Voilà, la saga du prêtre Jean, donc chez Hachette, hein, c'était le principe du livre dont on est le héros. Allez à la page 12 si le chevalier machin vous a mis un coup sur la tête, allez à la page 32 si vous avez pris un coup dans le bouclier. Donc on faisait ça, et à un moment, Guy Delcourt, non, chez Hachette toujours, Hachette me dit, et en bande dessinée, est-ce que ça ne marcherait pas? Et donc, Hachette nous paye pour faire 20 pages de bande dessinée prototype. Donc nous, ça nous amuse de faire un test. Il regarde et il trouve, et à juste titre, je trouve, que ça allait trop vite. Vous voyez, parce qu'avec eux, dans le bouquin, ça marche, mais visuellement, vous courez un peu, quoi. Donc, Hachette laisse tomber. Et Guy Delcourt, éditeur chez qui j'ai fait ensuite 7 cavaliers, etc., qui démarrait comme éditeur, nous dit, ben moi, finissez-le, on le sortira en album. Et donc, on l'a sorti en album. Voilà. Je réponds donc à ce... C'est mon modérateur, Eric, Baraco Vidéo. Je lui réponds donc. Une BD sur base de votre propre scénario, alors ça existe. J'ai une série que j'aime, enfin j'ai 2 albums que j'aime bien, qui s'appellent Capitaine Perdu, l'éditeur c'est Glénat, et il y en a des planches là qui passeront dans le petit film intermédiaire. Ça c'est un scénario que j'ai fait tout seul, qui parle assez, je trouve, aujourd'hui, si on le lit, parce que aujourd'hui, où on est, comme dit Régis Debray, la colonisation de l'Europe est presque achevée, et où on nous impose une vision du monde qui est celle de l'Amérique, et qu'on essaie de la transposer chez nous, ça montre qu'en fait, il y a eu un moment, au XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où il y a 2 Amériques côte à côte, une Amérique anglaise qui est sur les bords de l'Atlantique, les 13 colonies, de New York en bas à la Virginie, et qui est l'Amérique en préparation, celle d'aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire une Amérique profondément raciste, où l'Indien est à peu près l'équivalent d'un animal, et donc soit on le domestique, soit on le flingue, en général on le flingue plutôt, et du moins on ne peut pas vivre à côté. Et puis il y a de l'autre côté, et ça les Français l'ont quasiment totalement oublié, ce qui est assez fou, une Amérique française qui tient tout le Canada et l'équivalent d'aujourd'hui de 22 États américains, je crois. Vous voyez la surface du truc, c'est immense. Et là, c'est une Amérique qui est tout autre, puisqu'en fait, les populations indigènes, indiennes et françaises sont étroitement mélangées. Les villages sont communs, ce qu'on a complètement oublié. C'est-à-dire que vous avez des wigwams algonquins et à côté, vous avez des maisons normandes, si vous voulez. Vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Et surtout, j'avais pris conscience de ça et le scénario est parti de là. J'ai un petit goût pour l'histoire, parce que c'est ce qui m'a fait, c'est une de mes matières premières. Et j'étais tombé sur les actes paroissiaux, comme si vous faites de la généalogie chez vous, vous allez consulter ça dans n'importe quelle mairie. Le curé écrit, ce jour j'ai marié Pierre Terpan avec Sophie Machine, etc. Et bien là, le jésuite sur les bords du Mississippi à Fort de Chartres, en 1760, baptisait 20 enfants, une vingtaine d'enfants, et sur 20, j'ai trouvé 16 fois, j'ai marié ce jour Pierre Ménard et, ce jour est né Joseph, fils de Pierre Ménard, et 2, et chaque fois vous aviez Wanachipeg, indienne on ne le disait pas, mais de la nation Miami ou de la nation Kaskaskia, etc. Donc là, j'avais compris ce que c'était que la France américaine. C'était un monde franco-indien, voire presque tout à fait indien. Alors, j'avais écrit ce bouquin, et à partir d'un personnage qui est le dernier en poste, c'est une attitude très, très raspaïenne, le dernier en face du vide, voilà, qui s'appelle Saint-Ange, et qui
qui tient le dernier poste français 2 ans après que tous les Français soient partis. Et je m'étais dit, mais pourquoi il est là? C'est la base du scénario. Et il était là parce que les Indiens, et notamment Pontiac, en tenue des compagnies franches de Louis XV et avec le drapeau à fleur de lys, ont interdit pendant des années aux Anglais d'avancer plus loin, voilà, alors que le territoire leur avait été vendu. Donc ça donne une toute autre idée de ce que voilà, de ce qu'étaient ces périodes-là, quoi. Voilà. D'ailleurs aujourd'hui, si on veut chercher des noms français aux États-Unis, il y en a beaucoup quand même, dans les lieux ou chez les gens. L'endroit où il y en a le plus, c'est dans les tribus sioux. Donc voilà, ça s'appelle Capitaine Perdu, donc j'ai fait le scénario. Et là, après les 3 du faux, là, je suis en train d'en écrire un prochain, où c'est pareil, je fais tout le scénario, c'est sur le monde rural en fait. Voilà. D'accord. C'est vrai que tu t'es rapproché du monde rural. J'en suis profondément issu. Là où je suis, là, je crois que j'ai 17 générations au compteur. Voilà, D'accord. ça doit être tabou aujourd'hui de dire ça. Voilà. C'est pas permis. J'ai vu que tu allais nous parler de tomates aussi. je peux, mais je suis pas sûr. Excuse-moi, ça a coupé, j'aurais pas dû rire. Oui, non, on n'est pas obligé de parler de tomates. Oui, bah c'est bien intéressant tout ça. Donc un livre sur le monde rural, mais tu as déjà une idée du scénario, de ce que tu vas traiter? J'ai écrit beaucoup de choses, donc c'est à venir, donc j'ai pas. Ça va être un petit peu compliqué de. Oui. L'idée, c'est en fait de montrer que avec une suite d'histoires, ça commencera en l'an 1025, 1 an après la mort d'Henri II régnant, de Dieu régnant, c'est-à-dire on est dans le Saint-Empire germanique et voilà, Henri II est l'empereur qui est mort, il n'a pas été remplacé tout de suite. Donc ça commencera là pour montrer comment s'installe la campagne. Et puis après, il y aura les 2 dernières petites histoires, seront sans doute une à la fin du 19e siècle et une au début du 20e siècle, et puis pas plus. Le constat est qu'en fait, la campagne appartenait dans sa mentalité, dans sa conception, profondément à l'Ancien Régime, en fait. Voilà. Et elle ne survivra pas. L'image qu'on a de la campagne pagnolesque, etc., le village, etc. Bon. C'est déjà un monde qui finit parce que le 19e siècle voit déjà se dégrader ce monde totalement. Donc je vais montrer un petit peu des étapes comme ça à travers des personnages dont on retrouve les descendants, etc., sur plusieurs histoires dans le même lieu, à partir d'un même lieu aussi, voilà, à partir d'un même lieu. D'accord. Ici. Il y aura une partie de ma famille, il y aura voilà, des gens qui ont vécu autour. Bon, c'est assez ambitieux, donc je mets du temps à l'écrire parce que voilà, c'est un peu long. Donc comment tu travailles? C'est-à-dire tu écris d'abord le scénario, tu l'attaques pas? Au départ, j'écris souvent une petite histoire qui est un texte. Après, je vois comment je peux traiter ça en bande dessinée, qu'est-ce que je vais laisser comme... je vois qu'il y en a qui prennent des conseils de tomates, on les fera en privé, les tomates. J'écris un texte et puis je vois ce que je peux en faire en bande dessinée. Et donc ce que je vais élaguer, ce que je vais pouvoir dire, ce que je vais pouvoir... Et après, je découpe et je ne commence pas à dédicacer un livre, c'est une déformation, à écrire, à dessiner un bouquin, tant que j'ai pas la majeure partie du truc écrit, quoi. Voilà. En découper, dialoguer, etc. Voilà. Alors que souvent, si vous travaillez avec un scénariste, il va vous en balancer 10 pages et puis après le dessinateur attend, voilà. Moi, quand je suis mon propre scénariste, je ne me fais même pas ce coup-là, quoi. Je me fais le boulot avant. D'accord. Oui, il te faut la majeure partie du scénario pour pouvoir attaquer. Oui, voilà. Alors, il y a des gens bien meilleurs encore que moi pour ça.
un type que j'admire beaucoup, qui est un dauphinois comme moi, qui est Rochette. Rochette storyboard tout son bouquin, même s'il fait 200 pages, il fait le storyboard. Et après, il le dessine. Moi, ça me tuerait ça. Donc voilà, chacun sa méthode. Mais moi, je l'écris. Et tu travailles de façon linéaire ou tu fais des pages un peu... Je sais... Je fais en général de façon linéaire, mais il peut m'arriver, quand j'ai tout le scénario comme ça, par exemple, de faire la fin, et puis, quand j'ai fait la moitié du bouquin, il peut m'arriver de faire la fin avant le reste, et après je vais vers cette fin. Voilà, ça peut arriver aussi, ça. D'accord. Et j'avais vu aussi sur une des vidéos où tu expliquais que tu travaillais d'abord les planches et tu rajoutais après les bulles. Oui. Alors, quand on fait le dessin, on réserve l'emplacement de la bulle. Hein, ça fait partie intégrante du boulot, quoi. Donc, elle a une place graphique dans la page. Donc, soit je la dessine, j'écris. On peut même le faire avant le dessin, quoi. On réserve l'emplacement et on écrit et on ordonnance sa page comme ça. C'est très important qu'il y ait une lecture de la bulle agréable pour le lecteur. Vous voyez que ça fonctionne. Mais on peut aussi, si on veut une planche sans bulle, ce que les galeristes vendeurs de planches adorent, on peut prévoir sa bulle mais ne pas la faire et la faire sur une page à part. Ce qui m'est arrivé, par exemple. 7 cavaliers Royaume du Boré, c'est souvent comme ça. Les 3 albums avec Dufault, les planches sont les bulles sont sur les planches. Voilà, ça dépend. Ça dépend, oui. Ok, c'est bien une technique, enfin sur laquelle tu... C'est ça dépend. Vu qu'on approche de la pause, je vais peut-être te poser, je crois qu'il y a 1 ou 2 questions, et avant de reprendre. Donc, attends, excuse-moi. Ah oui, il y avait Marc Oudaille, mais bon, je pense que tu as plus ou moins répondu, puisque tu veux pas arrêter, mais commencer à en faire un peu moins, qui demandait un scénario un peu noir sur un thème type aventure dans l'Amérique, dans la veine du film Aguirre et la colère de Dieu. Est-ce que... Oui, tout ça, ce sont les atmosphères que j'aime bien, hein, il n'y a pas de problème. Mais, comment dire... je ne vais pas faire des kilomètres de livres. Je suis pas sûr que je ferai d'autres albums après le bouquin sur le monde rural. Donc, voilà. Oui, tu te laisses porter par ton inspiration, par ce que tu as envie. Et ce que tu aimes. Alors, comment dire ça la bande dessinée, dans le dessin, c'est sans doute, si on fait une comparaison sportive, la bande dessinée, c'est le marathon. Voilà. Donc, j'ai pas l'intention de courir le marathon toute mon existence. Voilà. Donc, je vais faire encore ce bouquin et après, je pense faire des choses plus soft, quoi, des bouquins comme je viens de présenter tout à l'heure, des bouquins d'histoire, etc. Le bouquin sur le monde rural, là, j'ai pensé en le faisant avoir 2 déclinaisons qui sont des bouquins d'illustration type bouquin de voyage, quoi. Donc, je ferai sans doute ça. Et je fais pas de projet plus heureux que ça. Oui. Ça fait une chose assez rapidement, on n'en sait rien. On te l'espère le plus tard possible, hein, quand même, que tu nous fasses quelques petits trucs en plus, quand même. Merde. Des petits trucs. Excuse-moi pour la phrase, la comparaison. Il y a Vincent Bléné qui aimerait bien faire adapter certains de ses textes par un illustrateur, etc. et qui aimerait bien savoir comment faire, si tu as des conseils à lui donner. Alors, ce que je viens de dire, il a déjà compris que ça ne peut pas être moi. Et puis, alors là, il n'y a pas de recette, quoi. S'il n'a pas d'illustrateur, le mieux c'est de proposer aux maisons d'édition, quoi, voilà, directement en fait. Et en même temps, quand il voit des dessins qui lui plaisent, il peut contacter les auteurs, quoi. On reçoit ça en permanence. Je veux dire, on est au début de l'année, là, j'ai dû déjà refuser, je crois,
deux bouquins, de vrais albums de bande dessinée avec un éditeur et un scénariste et des gens qui étaient prêts à signer, et j'ai dû redire non à peut-être 4 ou 5 personnes qui me proposaient ce genre de choses, de bien vouloir regarder ce qu'ils ont écrit. Donc les auteurs sont souvent débordés par ça. Donc il faut qu'ils persistent. Voilà ce que je peux dire. S'ils pensent qu'il a envie de faire ça et que c'est bien, il faut insister lourdement. Voilà. Ouais, et peut-être qu'un jour ça tombera. Il y a Augusto Stéphane qui aimerait bien que tu parles quand même des tomates, hein, parce qu'il est preneur de conseils. On verra ça en deuxième partie, mais bon. Oui, j'essaierai de faire 1 heure de plus sur les tomates. D'accord. Et il y a Barakovido, Eric Momodo, qui aimerait savoir si, parce que ça l'intéresse, la citadelle pourpre sera-t-elle rééditée? Alors non, elle ne sera pas rééditée. D'une part parce que j'ai un truc un peu pervers, c'est que j'interdis les rééditions de vieux trucs. Voilà. Pour les mêmes raisons que je ne veux pas nourrir la bête avec des albums en trois, je ne veux pas la nourrir non plus avec des péchés de jeunesse, on va dire. Quoi. Voilà. Donc je laisse peu de bouquins sur le marché. Je vais citer Jean Raspail, puisque il est à côté de moi là, sur l'écran. Je me souviens d'une interview à Quai des Bulles. Michel Lebris, qui l'a fondé, est mort l'année dernière. Il est à Quai des Bulles et il est avec Michel Déon, je crois. Et la journaliste pose la question d'eux. Monsieur Déon, vous avez fait tant de romans, blablabla. Après, elle arrive à Raspail, elle lui dit Monsieur Raspail, vous avez fait 30 livres, à l'époque il en a fait 30. Et Raspail lui dit enlevez-en 15. Voilà. Et moi je fais pareil, enlevez-en 15. Ouais, donc tu vas nous faire un peu comme Céline, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre 75 ans pour pouvoir les rééditer? Voilà, si ce n'est que dans 75 ans, je serai oublié depuis longtemps. La bande dessinée, c'est générationnel. Mhm. Et les gens qui m'ont lu, la génération Métal Hurlant et tout ça, sont attachés à notre type de dessin et à ces choses-là. Quand ils disparaîtront, nous disparaîtrons avec. Voilà. C'est propre à la bande dessinée, à part quelques grands exemples transgénérationnels de type Hergé dont je suis loin d'être. D'autant plus que, comme je le disais, ma génération n'a pas été beaucoup vue par les médias. Il y a un dessinateur que j'aime beaucoup, qui fait une très belle série qui s'appelle Franck Le Gall, et sa série que j'aime beaucoup s'appelle Théo. Franck, il a une très belle formule, il dit « Nous sommes la génération perdue ». Et c'est assez vrai, c'est une génération que personne n'a vue, sauf son lectorat, qui était assez nombreux, donc c'est bien, mais une fois le lectorat, en bande dessinée, une fois que le lectorat est passé, vous êtes passé. Le bon exemple, des grands dessinateurs qui ont fondé la bande dessinée française, je pense à Pinchon, par exemple, qui a fait Bécassine. C'est quand même pas rien. Les originaux de Pinchon, ça se trouve, pour 300 €, vous emportez un original, quoi. Oui, c'est pas la peinture avec la courbe ascendante des prix. Hein. Les lecteurs de Spirou, les reliures Spirou il y a 30 ans, les numéros 57, 60, etc., c'était des fortunes. Parce que ceux qui l'avaient lu enfant les recherchaient, etc. Aujourd'hui, je pense que la courbe doit commencer à faire très sérieusement comme ça. Donc voilà, la bande dessinée, c'est générationnel. Et les générations qui arrivent derrière, malheureusement, je crois, n'en lisent pas beaucoup. Donc voilà, la trappe. Ah, on a bien vu des auteurs qui étaient oubliés, qui sont revenus à partir d'un moment suite à l'intérêt d'un autre auteur ou d'un autre artiste. Peut-être que ça va faire la même chose avec la BD, non? On a bien vu la lave ressortir Je vois la chanson. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai quelques références qui se voient parfois dans mes phrases. Euh, on se fait une petite pause et on reprend après? Faisons une petite pause. D'accord. Et vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que Jacques se fera un plaisir de vous répondre. Et on se retrouve dans 4 minutes. Allez, à tout de suite. À tout de suite.
Bon, ben, on est revenu, Jacques va pas tarder, pour cette deuxième partie de Ralk. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Jacques se fera un grand plaisir de vous répondre. Je pense qu'on va reprendre un peu euh, ouais, l'histoire de la BD. J'ai cherché un mot, mais qui était sûrement pas adapté. Bonjour Jacques, de retour. Oui, I'm back. Donc oui, alors tu as une page Amazon aussi où on peut acheter toutes les BD existantes. Oui, oui, il y a deux sites. En fait, il y a une page Amazon et comme tout le monde, en fait, il y a une page auteur où il y a tout. Il y a une page aussi sur un truc plus alternatif, si on n'aime pas Amazon, qui est BD Fugue, qui est un site de librairie de bande dessinée en France et qui a, qui a un site de vente de la même façon, dans de bonnes conditions. Voilà, donc c'est bon, pour les ruraux comme moi, parce que tout le monde n'a pas une bande dessinée, une librairie de bande dessinée. Moi, la première vraie librairie de bande dessinée est à 40 km de chez moi, donc voilà, Ah oui, j'y vais pas avec le sac de commission. d'accord. Et d'ailleurs, petite question qui n'a rien à voir, mais bon, avec les éditeurs, tu peux pas essayer de négocier pour recevoir des BD Alors, moi, je sais pas demander, donc et j'aime pas demander. Donc, D'accord. je dois être chez mon éditeur, je crois que je dois être le seul éditeur qui lui ait jamais dit tu peux pas m'envoyer tel livre. Donc, je n'en demande pas. Il faut dire aussi que je ne suis plus lecteur de bande dessinée. Voilà, ça marche moins bien pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'en ai plein autour de moi. C'est pas ma seule bibliothèque, donc j'ai des bouquins de BD un peu de partout. Mais autant on a été gavé, nourri à la bande dessinée jusqu'à effectivement vouloir en faire un métier. Aujourd'hui, je suis moins client, quoi. Quand je lis un album, ça se démonte un peu devant moi. J'ai l'impression que ça se voilà. Je sais pas, j'ai pas trop de. Il faut vraiment que ce soit un très bon truc pour que ça m'embarque. J'ai beaucoup plus de difficultés. Donc je suis plus un lecteur de livres qu'un lecteur de BD. Je me souviens d'une interview de Tardy à qui on posait la même question que ça et qui a fini par dire ah mais en fait j'en lis pas. Voilà. Et ben, c'est un peu ça. Je ne suis plus un grand lecteur de bande dessinée. D'accord. D'ailleurs, sans vouloir faire ni mon macho ni ma féministe, mon féministe peut-être, des auteurs femmes, j'en connais pas beaucoup, voire pas du tout en. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'au départ, on peut dire que c'est notamment vrai dans la bande dessinée franco-belge, Tata, Spirou, etc. Les personnages qu'on crée, c'est un peu tous de. Je ne sais plus qui avait écrit ça, mais c'est très juste. C'est le boy scout idéal. Voilà. C'est donc un peu une BD pour petits garçons qui est faite, même s'il y a des tas de revues qu'on destine aux filles aussi. Mais il y a quand même, nous quand on lit de la bande dessinée, il y a quand même de grands auteurs. Je veux dire, Bretécher, Bretécher, on devrait dire plutôt, voilà, c'est une pionnière. Il y en a d'autres, quoi. Donc Nicole Clavelou, qui a fait la même école que moi, elle est plus âgée, mais elle est dans Saint-Étienne, Chantal Montellier qui arrive. Donc quand la bande dessinée arrive comme ça, les filles arrivent aussi dans le métier. Et aujourd'hui, il y en a énormément. Chez le même éditeur que moi, je vais la citer, ça me fera plaisir. Il y a Zelba qui est un bon auteur. J'ai du mal avec le mot autrice, moi je le mets au féminin. Oui, moi aussi. Voilà. Donc, mais qui est un bon auteur de bande dessinée, une bonne auteure de bande dessinée. Il y a des scénaristes, moi je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes dans la bande dessinée. C'est pas une règle, quoi. D'accord. C'est juste qu'on les connaît peut-être un peu moins la plupart du temps. Je sais pas, à mon point de vue. C'est juste aussi que c'est beaucoup plus difficile vu la masse, quoi. C'est-à-dire que
Comme elles sont arrivées un peu après, il y a eu une apparition un peu postérieure, et il y a quelqu'un qui me demande si j'envisage une reconversion Oui. dans le monde. J'envisage de me faire brider les yeux, mais je ne connais pas le coût de l'opération. Elles sont arrivées un peu après, parce qu'effectivement, comme je le disais au départ, c'est un truc pour petits garçons. Quoique, Bécassine, hein, c'est une bande dessinée qui est destinée à tout le monde. Et elles arrivent après, à un moment où effectivement, elles ne rentrent plus dans un métier. La difficulté est là, c'est-à-dire que ma génération rentre dans quelque chose qui a été fabriqué comme un métier, qui a les codes d'un métier. Chaque fois que vous faites un dessin, on vous paye, etc. Elle rentre maintenant dans un truc qui est comme un auteur de roman. Or, faire des livres, depuis toujours, ça n'est pas un métier. Voltaire était businessman, Joseph Delteil vendait de la blanquette de Limoux, et les autres, Gide et Proust, avaient des fortunes personnelles, je veux dire. Donc, Grac a enseigné la géographie, voilà, etc. Donc, en fait, la bande dessinée, sans s'en rendre compte, en passant du monde de la presse, quand nous avons débuté, et ce monde était déjà finissant, en 10 ans derrière nos débuts, on va dire, a fait une évolution vers le livre classique, et le livre classique n'est pas une profession, voilà, depuis toujours. C'est un truc où on s'en sort que si on est un gros vendeur. Donc c'est plus dur pour les générations qui arrivent maintenant, dont une grande quantité de femmes, de s'imposer, parce qu'effectivement, elles s'imposent au milieu de 5000 titres qui sortent par an, donc c'est pas simple, c'est certain. C'est pas le fait que ce soit les femmes, c'est le fait que le milieu est devenu hyper concurrentiel. Voilà, et qu'elles sont arrivées un peu tard et à ce moment-là, quoi. Peu après, pour une question d'évolution socio-culturelle, on va dire. D'accord, d'accord. Donc, oui, si je comprends bien, c'est que maintenant on rémunère plutôt au livre, plutôt qu'à la page à une certaine époque. Les gens comme moi qui sont rémunérés à la tâche vivent sur leurs acquis, comme on dit à la CGT, si vous voulez. Mais je suis à casser avec les diplodocus et les tyrannosaures. Hein. Voilà, c'est plus du tout la règle. C'est toujours comme ça. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un métier où il est très difficile d'imposer son nom, hormis succès. Et là, j'aurais tendance à penser aujourd'hui que si on est une femme, c'est pas plus difficile. Loin de là. C'est peut-être même un petit peu plus facile, puisqu'il faut que le balancier doit partir un peu dans l'autre sens. Donc on a peut-être un petit plus médiatique, j'entends. Hein. Donc c'est pas si grave aujourd'hui. Y a pas, je pense pas qu'aujourd'hui on peut pas dire que c'est une position plus faible. C'est plutôt que le temps est que voilà, nous sommes dans une situation où c'est la bande dessinée elle-même qui ne permet plus. Tu penses que c'est un fin de cycle vraiment pour la bande dessinée? Oui, je pense que la bande dessinée a été l'art populaire du XXe siècle, vraiment. Mais n'est pas l'art populaire du XXIe. Aujourd'hui, on est en concurrence avec ce sur quoi on est, hein, c'est-à-dire les images qui bougent. Voilà. Et là, nos petites bulles et nos machins, on n'est pas compétitifs. Voilà, c'est évident. Une autre chose aussi se retourne contre nous, c'est que cette évolution qui fut la nôtre, qui est celle de la bande dessinée française, cette évolution voulue par Goscinny dont je parlais tout à l'heure, qui a été, dans laquelle on a tous été heureux d'être, hein, qui a été de tirer la bande dessinée vers le maître étalon de la culture qui est le livre. On a des livres aujourd'hui, il y a une collection très chouette qui est fondée par un grand scénariste chez Casterman qui s'appelle Écriture. Il n'y a pas de différence entre le format d'écriture et l'aspect visuel et la collection blanche de Gallimard. Voilà, donc on a monté, on a tiré vers le livre. Mais donc on en a endossé le statut d'écrivain,
Et on est les seuls à avoir fait cette évolution. C'est-à-dire que, tout à l'heure, il y a Barakovido qui parlait de manga, oui. qui voulait que je fasse des mangas. Les mangas japonais restent un truc torchon imprimé sur un papier voilà, facile et qu'on lit dans le métro et qu'on jette en sortant du métro. Le comics book américain est resté un truc sur papier, voilà. Donc nous avons évolué seuls dans notre coin vers quelque chose d'élitiste, c'est très français comme comportement et ça nous ressemble tout à fait, je le revendique volontiers. Mais ça nous a isolés du reste du monde, voire même isolés d'autres pays européens. L'Italie n'a pas suivi notre processus. En Italie, la bande dessinée, Tex, qui passait en France dans Rodéo, édité par les éditions Lug, Tex, Martin Milan, etc., sont toujours dans les petits bouquins qu'on appelle Hall de gare, et qui, voilà, elle n'est pas sortie de là. L'Angleterre a la même évolution que les États-Unis, donc les pays du Nord n'ont pas de bande dessinée. Donc voilà, on a une évolution sur nous-mêmes. Il y a eu un moment où Métal Hurlant, Philippe Bruyet dit à juste titre, sans doute, Métal Hurlant, c'est un courant artistique en soi, c'est comme Dada. Voilà. Et pourquoi pas? Parce que c'est peut-être le dernier moment où nous avons influencé à l'échelle du monde. Ça a influencé la bande dessinée américaine, ça a influencé la bande dessinée japonaise, etc. Mais après, ça a laissé des traces artistiques, mais commercialement, ça n'a rien fait. Nous sommes restés le village gaulois. Et tu penses que justement le fait que les Italiens, les Anglais, les Américains sont restés dans un livre de gare, couverture souple, etc., est-ce que tu penses qu'ils s'en sortent mieux que nous par rapport à la bande dessinée ou pas du tout? Ils suivent le même déclin? Alors, je pense qu'effectivement, de toute manière, c'est pas un déclin, mais nous ne sommes plus devant, quoi. Voilà, hein, ça reste dans les arts populaires, les arts industriels, je ne sais pas comment on peut dire. Franck Carly dit, un ami dit art industriel, c'est vrai aussi. Nous ne sommes plus le truc phare, quoi. On est passé derrière. Le numérique, l'image qui bouge, etc. Comment notre bande dessinée n'est pas appartient à hier. Enfin, ça, c'est une évidence pour moi. Maintenant, il y a des tas de gens plus optimistes qui. Oui, j'ai vu aussi que. On a un avenir énorme, voilà, mais je n'y crois pas trop. J'ai vu aussi qu'il y a des bandes dessinées qui maintenant se font intégralement sur ordinateur. Il y en a qui dessinent sur ordinateur. Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent sur ordinateur. Alors, moi, je le fais pas parce que dans le système de travail, l'original a de l'importance. On fait des expositions, on s'adresse. Tout à l'heure, il y avait Eric B qui parlait, qui représente bien ces collectionneurs qui sont attachés à la bande dessinée. La couverture qu'on voit là, lui appartient. Donc, moi, je travaille aussi pour ces gens-là. Donc, non, je suis attaché à l'original. Mais effectivement, c'est une adaptation de travail, de rapidité, de s'adapter aux outils du moment. Hein. Voilà. Moi, ça ne me correspond pas, parce qu'il se trouve que mes originaux ont un prix, donc je continue à les faire. Mais j'ai pas de... Non, l'outil, c'est l'outil, en fait. Hein. C'est pas la forme de la pioche qui fait le jardin. Je veux dire, voilà, c'est le jardin tout compte. Le reste, pour revenir au tomate. Voilà, ça n'a pas d'importance. Je pourrais très bien... Mobius, donc cité, achète très belle expérience à la tablette graphique. Non, ça c'est pas un problème. Il y a des tas de dessinateurs qui sont très à l'aise dans les deux. Je pense à Didier Tabic, il est très bon Internet, il est très bon en vidéo. Non, c'est pas simple. Pour répondre à une question, là, je vois, dans les années 90, je suis allé au Festival de BD d'Angoulême, des Faces. Y a-t-il participé? Oui, j'ai de très bons souvenirs d'Angoulême.
un souvenir formidable. Où j'y suis avec Yves Chalon, Cornillon et Jean-François Biard, c'est la première fois que j'y vais. On ouvre Métal Hurlant, et dans Métal Hurlant, il y a la première bande dessinée que a publiée Cornillon, qui est sortie ce jour-là, on est pile en Angoulême. Et souvenir, on joue à Moebius sur une estrade qui fait une conférence de presse. Je n'y vais plus aujourd'hui. D'abord, pour des raisons essentiellement pratiques. Moi, je suis dans le sud-est de la France, au pied du Vercors. Angoulême, c'est de l'autre côté en janvier. Moi, pas très agréable. Et je dois traverser toute la France pour y aller, donc c'est un peu embêtant. Monter à Paris, redescendre sur Angoulême, enfin, donc, déjà techniquement, c'est pas le festival le plus simple pour moi. Ou alors je prends un train qui passe à travers le massif central et qui s'arrête chaque fois qu'il y a une maison dans la route. Donc voilà. C'est pas l'idéal. Donc déjà, la vraie raison est un peu celle-ci. La deuxième raison, c'est qu'en fait, Angoulême fait chaque année une sélection pour les prix, etc., ce qui dit son goût. Et quand je regarde le goût affiché à Angoulême de quelle bande dessinée on aime dans ce festival, c'est à peu près l'opposé de ce que je fais. Donc, je ne vois pas pourquoi je ferais le périple de voyage dont je parlais pour aller dans un endroit où, grosso modo, la ligne éditoriale me dit vous venez, mais on n'aime pas ce que vous faites. Quoi, voilà, Ouais. il y a un journaliste qui me disait on ne voit pas souvent Angoulême. Je lui disais est-ce qu'on inviterait mon charcutier lyonnais au congrès de la cuisine moléculaire? Non, ben voilà. Moi, Angoulême, je me retrouve un peu dans cette situation. Donc, c'est pour ça que je me simplifie la vie en y allant pas. D'accord. Oui, en même temps, si tu sais dès le départ que la politique éditoriale n'est pas la tienne, c'est pas trop. Il ne s'agit pas de chercher des prix ou tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas Mais c'est plutôt que les listes d'albums choisis, etc., donnent une ligne éditoriale, quoi. Et si la ligne éditoriale n'est pas du tout la vôtre, je ne vois pas pourquoi on ne se déplace pas. Si on vous fait venir à ce moment-là, c'est pour faire le marchand de merguez dans les couloirs. Et parce que, effectivement, contrairement peut-être à la sélection où vous avez un public un peu plus important, ça n'a pas un gros intérêt, quoi. Donc, ça sera à côté de chez moi, j'irai, honnêtement. Mais c'est pas le cas. Bon, voilà, donc j'y vais pas. Il y a Patrice Galmard qui fait un rapprochement qui peut être intéressant, j'aimerais savoir ton avis là-dessus. Il dit le cinéma aussi, tel qu'on le connaissait, est en train de disparaître, les commerçants ont infesté la planète. Est-ce que tu penses que c'est plus le côté économique qui fait que le statut se perd plus ou moins, que vous soyez passé d'avant-garde à seconde-garde? Non, c'est un truc très simple qui s'est produit. C'est en fait, c'est comme partout, c'est comme les autres secteurs en question, c'est que le capitalisme plus sauvage endosse les idées les plus révolutionnaires, on va dire, en fait. Voilà. Et donc, c'est ce mariage que l'on voit dans tous les domaines qui gère le monde, et le nôtre comme les autres. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de miracle. C'est exactement partout pareil. Il y a des sujets, puisqu'on parle de cinéma, il y a des sujets au cinéma si vous faites, je ne sais pas, l'histoire il y a quelques années, on me disait mais pourquoi vos albums ne sont pas sélectionnés jamais et bon, pour avoir un album sélectionné pour des prix, des choses comme ça, il faudrait que je raconte l'histoire d'une petite fille en Afghanistan qui fait des briques à partir de 6 h du matin, dont la mère voilée aimerait bien qu'elle aille à l'école, mais dont le père, salopard de taliban, lui dérouille la gueule et l'empêche, etc. Voilà, il faudrait que je fasse un sujet dans le ton du moment de l'époque. Aujourd'hui, peut-être, il faudrait que ma petite fille soit transsexuelle en plus. Voilà, il faudrait que je raconte les ingrédients nécessaires au moment, quoi. Donc aujourd'hui, c'est comme ça.
Au cinéma, c'est le cas. Vous faites un sujet comme ça, vous financez votre film. Vous faites un truc sur un paysan dans les courses, ça va être beaucoup plus dur, quoi. Voilà. Donc moi, pas de bol, je prépare des histoires de paysans dans le Dauphiné, des machins. Donc, je ne suis pas concerné par la vague, par les idées en cours, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, donc tu es resté très très libre dans tes thèmes et tu tiens cette Oui, indépendance. c'est ça. Ah bah oui, là, je le permets en plus. Hein, voilà, je suis dépendant de rien. Plus que je veux. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Pas trop, apparemment. LGBT en force. Bon, c'est le côté provocateur de mon modo. T'as, je sais pas, t'as quelque chose à nous rajouter par rapport à l'histoire de la BD, ses conséquences ou... Oh non, non, je ne suis pas un historien de la BD. Il y a des gens qui sont plus. Ouais, mais tu nous en apprends quand même pas mal, et c'est ça qui est intéressant. Il y a pas de. On a eu un parcours, nous, où effectivement, la différence peut-être aujourd'hui. La BD était moins vaste, beaucoup moins vaste, mais quand même déjà très riche. Mais on a été nourris avec depuis le début, donc on était un peu tous. C'était le cas d'Yves Chaland, c'est le cas de Cornillon, c'est le cas de Serge Clair, des gens de ma génération. On était tous un peu des exégètes de la bande dessinée quand on est arrivé. C'est-à-dire qu'on connaissait tout, ou presque. Voilà. On connaissait la bande dessinée américaine, on connaissait la bande dessinée franco-belge, on connaissait ce que faisaient les Argentins, parce qu'il y a une très grande bande dessinée argentine, on connaissait ce que faisait, je citais tout à l'heure, Frank Thompson, qui est un dessinateur qui m'a un peu influencé, qui est un dessinateur anglais, etc. On connaissait les Italiens, bien sûr, parce qu'on avait lu toute la production italienne de type Oldegard, dont je parlais, de Black Rock, Tex, Galepini, qui est un grand dessinateur, qui sont des bandes qui marchent toujours aux États-Unis, en Italie, pardon. Donc on connaissait tout ça, donc on est arrivé, nous, un petit peu. C'est pour ça que tu dis, c'est un premier truc, c'est qu'on avait un vrai parcours comme ça de lecteur et de connaisseur. La différence, effectivement, je la vois avec les jeunes auteurs qui arrivent aujourd'hui, ils sont assez peu nombreux à avoir une culture vaste de la bande dessinée. Et d'abord parce qu'elle est trop vaste, sans doute, la bande dessinée aujourd'hui. Donc ça me paraît une des raisons. Les autres, je ne les connais pas toutes non plus. Hein, mais ça me paraît une différence de fond. C'est-à-dire que on vient à la bande dessinée parfois avec un parcours artistique, mais on n'est pas pour autant un grand lecteur de bande dessinée. Voilà, ça c'est une des différences. Ça va répondre à une question que je vois qui passe. Quel parcours scolaire Je vais te la poser. Me dit Alors bon, moi j'ai un parcours scolaire classique. Hein, tout à l'heure je parlais de mes années lycée avec ce qu'on y lisait. Après j'ai fait 2 ans J'ai passé le concours des arts décoratifs, donc je suis allé aux arts décoratifs. Et aux arts décoratifs, j'ai lu dans Métal Hurlant une critique de Jean-Pierre Guionnet sur un fanzine qui se faisait à Saint-Étienne, Beaux-Arts de Saint-Étienne, qui s'appelait l'Unité de valeur. Et moi, j'étais le seul, pardon, dans mon école, j'étais le seul à faire de la bande dessinée. On était pourtant 70. Et donc, j'ai passé du coup le concours de Beaux-Arts de Saint-Étienne pour retrouver ces gens. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Chaland, etc., avec qui ensuite quand on a terminé nos études, ça dure 5 ans, les Beaux-Arts, on était dans Métal Hurlant. Voilà. Comme d'autres font leurs études, font l'ENA et rentrent au gouvernement, nous, à notre sortie d'école, on rentrait dans Métal Hurlant. C'est notre ENA. C'est notre école. Bon, après, une question un peu plus personnelle, libre à toi de répondre, de Patrice Galmard, qui aimerait savoir comment tu t'en sors économiquement, si c'est par les droits d'auteur, ou une retraite peut-être. Est-ce qu'il y a une retraite pour les dessinateurs? Une retraite pour les dessinateurs qui ont cotisé, comme dans tous les métiers. Alors, il y a eu des escroqueries là, mais c'était pas mon statut, mais effectivement, il y a eu une escroquerie pour certains auteurs qui étaient, je ne sais plus comment, où effectivement l'État n'a pas versé les retraites. Donc
c'est un peu gênant quand même. Il y a des gens qui ont perdu 10 ans, 12 ans par-ci par-là. Mais si on a travaillé toute sa vie, ce qui est mon cas, je ne suis pas à la retraite, mais j'ai droit à une retraite. Et j'ai travaillé toute ma vie, donc je ne suis pas malheureux, quoi. Je ne m'en dis pas dans la rue. Et non, non, moi j'ai assez bien vécu, tout est relatif, hein, du dessin toute ma vie. D'accord, suffisamment pour être autonome, quoi. Oui, oui, je suis autonome. Mm. Écoutez, j'ai vécu et fait vivre une famille seule quasiment toute ma vie. Donc. Et tu n'as fait que la bande dessinée, t'as pas été obligé de faire d'autres emplois alimentaires qui n'avaient rien à voir? Du dessin, c'est-à-dire que j'ai fait des boulots alimentaires, on en parlait à propos de l'imagier, j'ai fait. Mm. Et c'est pas infamant, je veux dire, hein, c'était pas désagréable non plus à faire. Tout le monde a fait des. Yves Chaland, dont je parlais, Moebius a fait de la publicité, je veux dire, des tas de gens ont fait de la publicité, Blanc Dumont a fait de la publicité en grande quantité, bon, plein de gens, Serge Clair a fait la SNCF, il a fait, voilà, on a fait tous des budgets conséquents, ça se refusait pas, hein, très conséquents même, c'était, voilà. Oui, la publicité, ça payait bien à une certaine époque, un peu moins maintenant. Ah ben, maintenant, ça suit le reste. Voilà. Mm. Ça suit le reste parce qu'en fait, il y a une offre pléthorique. Mm. C'est tout ça. Voilà. Il y a trop de offertes qui sont. En bande dessinée, des gens sont gratuits. En publicité, ils sont presque gratuits. Mais c'est pareil. Générationnellement, nous, on a appartenu à une génération heureuse de ce côté-là. Je suis assez content d'être vieux. Et presque retraité, pour répondre à monsieur. Oh, qui a à peu près le même âge que toi, je crois bien, hein. Oui. Et justement, il applaudit le fait que tu sois libre de tes pensées, quoi, grâce à ça aussi. Voilà. Mais c'est générationnel, voilà, c'est comme le reste, quoi. Les générations ne se ressemblent pas, hein. On appartient à la génération en général dans beaucoup de domaines, quoi. Oui, bon, il y a Baraco Vidéo qui disait qu'il tenait un fanzine de bande dessinée qui s'appelait L'idiot du village, qui envoie un lien si tu es curieux. Ouais, côté question, il n'y a pas grand-chose apparemment. Moi, je fais chier. Non, je pense pas. Je pense que c'est même très intéressant, mais bon, en même temps, c'est vrai que tu réponds aux questions avant même qu'on les pose. Tu nous as donné Oui. quand même beaucoup de détails. Oui, ben voilà, c'est un bilan d'expérience, quoi, voilà, d'une carrière. Mais comme je le disais, ça correspond à ma carrière et à ma génération, ça ne correspondra pas du tout à des gens qui peuvent nous regarder et qui ont 30 balais ou 35 ans, quoi. Pas du tout. Ouais, puisqu'on rentre dans un nouveau système. On rentre dans un nouveau système économique, on est dans un nouveau système économique et qui a peu de comparaison avec ce que fut le nôtre, quoi, voilà, donc. D'accord, d'accord. Et donc, prochainement, là, t'as quoi qui va sortir Bon, j'ai Un roi sans divertissement qui sort à la rentrée, là, qui est le troisième. Je vais me retourner vers vous. Donc, j'ai eu. Ça va être une espèce de triptyque, ça sera sous coffret en novembre, individuellement, c'est comme ça. Le premier, on voit que j'ai eu le prix Goncourt, c'est le Céline. Le chien Voilà, de Dieu. Le chien de Dieu, qui est une espèce de livre sur Céline, c'est pas une adaptation, hein. Alors, ça répond d'une certaine manière au monsieur qui tout à l'heure disait comment on fait pour proposer ces textes. Je veux dire, moi, j'étais en train d'écrire Capitaine Perdu, je crois dont je parlais, quand Jean Dufaux me propose ce scénario. J'avais aucunement l'intention de travailler avec un scénariste, mais pas du tout. C'était plus dans mes... Et puis, j'ai été séduit par le scénario qu'il m'avait envoyé. Et donc, finalement, on l'a fait, quoi. Donc, vous voyez, alors que c'était vraiment pas la perspective que j'avais de, entre guillemets, carrière pour les mois qui viennent. Bon, mais la lecture du truc, ça m'a séduit, ça m'a embarqué, donc je l'ai fait.
Alors, c'est encore plus drôle après, parce que je vous ai dit que j'avais fait, on a vu dans le petit film, et puis on a parlé de Sept Cavaliers. Avant dans ces bouquins-là, j'avais fait Sept Cavaliers. Depuis Sept Cavaliers, les amis de Jean de Navarande, qui sont, comme ça existe pour Jean Giono et pour plein d'écrivains, qui ont une association de lecteurs des amis de l'écrivain Jean de Navarande, m'avaient tout de suite écrit en me disant on aime beaucoup ce que vous avez fait avec le Sept Cavaliers de Jean Raspail, intéressez-vous à l'œuvre de Navarande, et il m'avait envoyé des livres, notamment Nez de cuir. Et je lis le bouquin, moi le bouquin me plaisait, mais je ne vois pas comment je pouvais traiter ça en bande dessinée, du tout. Et il y avait des digressions immenses, pour moi c'était pas de la BD, quoi. Donc je leur dis j'ai pas le temps, ce qui était vrai, et puis, mais chaque année pour les vœux, et pendant 6 années au moins, ces gens m'ont toujours écrit en me disant Navarande et ce bouquin-là, et puis après il y a un autre du chapeau et celui-ci, non. Donc bon, ils étaient présents, chaque fois je disais oh là là, pas cette année. Et puis on est en train de faire ce bouquin avec Jean Dufaux, on est à table avec Sébastien Médig, qui est notre éditeur, excellent éditeur chez Futuropolis, et on a un débat, enfin une discussion au restaurant en sortant de chez Maître François Gibault, qui est l'ayant droit de Céline, à qui on montrait des planches. Et là on parle de littérature et de bande dessinée. Et à ce moment-là, Jean Dufaux dit ah ben moi j'ai un vieux rêve, c'est d'adapter un vieux roman que plus personne ne lit, de Jean de Navarande. François Truffaut voulait en faire un film avec Depardieu, il n'a pas eu le temps, il est mort avant, etc. Ça s'appelle Nez de cuir. Et alors là, je tombe de ma chaise, parce que moi, il y a 6 ans qu'on me le propose, quoi. Et je dis ça à table, et ben moi, Navarande, j'ai tous les droits de tous les romans, il me donne tout quand je veux. Dufaux dit alors si tu as les droits, si les Navarande sont d'accord, j'ai écrit, tu le dessines. Je dis ben écoute, alors là cette boucle commençait avec Sept Cavaliers. À ce moment-là, d'accord, je le fais. Et l'éditeur qui est là a dit les gars, moi je suis éditeur, donc j'édite. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait Nez de cuir, qui est sorti, qui est le dernier livre que j'ai mis en librairie. Donc comme quoi, hein, faire les livres, ça peut... Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que je suis un raconteur d'histoire. Nous sommes ensuite dans un salon, je crois que c'est Lire à Limoges, qui est un grand salon du livre, un très fort lecteur. On dédicace avec Jean Dufaux. Et Jean me dit qu'est-ce que tu vas faire après. Je dis ben, je vais faire un truc que j'ai commencé, je vais adapter un roman de Giono. Et je lui dis, je vais adapter sans doute un de Beaumugne. J'ai commencé, j'ai écrit 20 pages, qui est le 2e roman de Giono. Et il me dit, ah ben moi, j'aimerais bien adapter un roman de Giono, mais c'est un roi sans divertissement. Et je tombe de ma chaise pour la 1e fois, parce que avant de faire un Beaumugne que j'ai commencé à adapter en texte, j'avais essayé un roi sans divertissement que j'aime beaucoup, mais je n'étais pas arrivé. Et donc je lui dis, ah mais moi, un roi sans divertissement, j'ai essayé, mais je trouve que c'est très dur à adapter. Et il me dit, ouais, il faut secouer un peu plus le roman, mais moi j'aimerais beaucoup. Je dis, écoute, à ce moment-là, si tu le fais, j'en fais ensemble. Et donc le 3e de ces 3 bouquins, qui est une suite de hasard, vous l'avez compris, sortira à la rentrée, ça sera le dernier, parce que là, je laisse plus de place au hasard. Oh, tu peux changer d'avis quand même, non? Non, je ne change pas d'avis. Non, parce que là, j'ai le prochain est très entamé en termes de texte. Hein, voilà. Et il est très dur à faire, donc vraiment, je suis dessus. Je ne le lâche pas. Voilà. On va peut-être passer sur, enfin ça reste toujours dans la BD, mais il y a Barako Vidéo qui aimerait savoir quel est ton ressenti vis-à-vis de l'attentat de Charlie Hebdo, qui date déjà, si tu as envie d'en parler, tu peux en parler. Oui, peut-être plus en général le fait d'attaquer des dessinateurs, quoi, par rapport à des pensées, par rapport à une vision peut-être même de l'auteur. C'est très... Alors d'une part, je connaissais Camus, ça c'est le truc
personnel, qui est un immense dessinateur. Cabu, on le connaît, ma génération le connaît depuis Pilote, où en fait, c'est un journal de lycéens, Pilote, et Cabu faisait dedans un truc qu'on ratait pas, qui s'appelait Le Grand Duduche, et qui était Cabu physiquement, d'ailleurs, hein, la même coupe de cheveux et des lunettes. Donc voilà, Cabu est un des grands dessinateurs de notre période. Donc, pour ce qui est de Charlie Hebdo, ben, c'est une évidence, hein, c'est-à-dire qu'on frappe, une civilisation frappe, ce qui est très représentatif de la civilisation à qui elle a déclaré la guerre, hein, c'est-à-dire la liberté d'expression. J'enfonce des portes ouvertes, là. On sait très bien que c'est une guerre, hein, donc même s'il ne faut pas le dire, c'est une guerre. Donc, on fait la guerre avec les moyens de la guerre. Et les victimes tombent, et eux, ils sont tombés au champ d'honneur. Voilà. C'est dramatique, effectivement. C'est une guerre qui se fait parce qu'elle n'est pas nommée. Comme toujours, c'est toujours pareil. Il y a toujours des Chamberlains. On a toujours dans ce genre de situation, quand il y a des conflits qui se préparent, et à la limite c'est quelque chose d'humainement très compréhensible, des gens qui veulent voir autre chose que ce qu'ils ont sous les yeux. Et pourquoi pas, ça se comprend. Hein. C'est la phrase de Chamberlain, on s'entendra, on peut bien s'entendre avec ce chancelier Hitler. Voilà. À longueur de médias, moi j'entends, surtout à gauche, hélas, des gens qui disent enfin bon, c'est pas ça non plus, c'est des malades mentaux, comme celui qui a jeté cette pauvre dame par la fenêtre. Voilà. Pendant encore quelques temps, je pense qu'on trouvera des trucs des excuses de ce goût-là, quoi. C'est pour ne pas voir. Qu'est-ce que c'est? Je suis du Vercors, donc ma mère est née à Vassieux, on a tué tout le monde, donc voilà. Les situations de conflit, on sait ce que c'est. Patrice pose la question, donc il serait interdit de nommer l'ennemi, quoi, entre guillemets, à notre époque. Bien sûr. C'est en train de changer, hein, aujourd'hui, mais il suffit de se remporter sur d'autres. Le livre de Huntington, je l'avais lu, moi, m'avait frappé, je trouve ça très juste. Les civilisations s'affrontent, c'est une civilisation, une un peu déclinante et plus très sûre d'elle-même, et c'est le moins qu'on puisse dire, et une autre forte d'elle-même, persuadée de ce qu'elle est, pense qu'elle peut. Voilà, donc elle fait. C'est toute l'histoire du monde, hein, je veux dire, c'est pas voilà. Et toi-même, dans tes adaptations, tu as eu, enfin, peut-être pas un attentat, mais tu as eu peut-être des soucis quand tu as adapté, par exemple, Céline ou Raspail Ben non, honnêtement non. Alors si, il y a toujours des gens, il a adapté Raspail, c'est un facho. J'ai vu ça sur des forums ou des trucs. Ou Céline, pareil. Évidemment. Ce sont de sombres crétins qui n'ont pas de... qui ont oublié, par exemple, que Céline était vécue comme le grand écrivain de gauche par Aragon et d'autres à ses débuts. Donc voilà, c'est toujours pareil. On regarde l'histoire avec... Là aussi, on enfonce les portes ouvertes. On regarde l'histoire d'hier avec les yeux d'aujourd'hui, de la situation d'aujourd'hui. Donc l'histoire ne se regarde pas comme ça, quoi. C'est un problème. Raspail, on a fait une présentation de Raspail ces dernières années, catastrophique, pour un bouquin qu'il avait écrit en 73. Le Camp des Saints, qui n'est pas son meilleur livre, loin de là, c'est même, on peut considérer que c'est son premier roman. Avant, Raspail est un type qui est un écrivain de voyage. C'est-à-dire que c'est un écrivain qui s'occupe en général des peuples qui disparaissent, qui ont disparu, qui vont disparaître. Donc il arrive toujours là, les Aïnous du Japon, les Alakaloufs de la Terre de Feu, etc. Mais c'est tout sauf ce qu'on en a fait dans les années 2000, voilà, pour un bouquin des années 73. Or, Raspail, dans les années 80,
alors qu'il a largement écrit les bouquins, le seul livre d'ailleurs, qu'on lui reproche en l'an 2000. Il est pris du livre Inter. On peut pas dire que France Inter soit le chantre de la revue de la radio d'extrême droite. Moi, quand je découvre Jean Raspail, j'écoute France Inter. Jean Raspail passe la journée sur France Inter, le matin dans les journaux télévisés, dans les journaux radiophoniques, pardon. L'après-midi, il est chez Jacques Chancel, etc. Donc c'est un auteur comme les autres, installé comme les autres. Pourtant, il a écrit déjà le truc qu'on va lui reprocher après. Bon, voilà, je vais vous donner un autre exemple. Captivant, le premier album de Chalon et Cornillon. Si je publiais là sur mon Facebook un strip de Cornillon et de Chalon, qui est purement de Chalon, qui s'appelle John Sahara, si c'était publié aujourd'hui, il est au tribunal après-demain. Voilà. Donc c'est ça, c'est que le deuxième degré n'est plus compris, voilà, on est dans une société pivée, voilà. La woke culture américaine. Oui, on voit ça même dans la bande dessinée où on retire. Récemment, alors, la bande dessinée était très peu touchée. Et puis récemment, un grand auteur, un grand dessinateur du moins, il n'a pas écrit de scénario, Christian Rossi fait avec un scénariste une histoire érotique qui se veut de retraiter le thème de l'érotisme chez Léna, qui s'appelle Niala, et parce que son héroïne est black, 3000 signatures sur une pétition, que c'est une vision raciste, etc. Voilà, on est touché à notre tour, quoi. Bon. Et ben moi, écoutez, je n'ai pas été touché à part quelques crétins sur deux, trois forums, mais qui font ce qu'ils veulent. Je veux dire, les gens s'amusent comme ils le veulent. Et je m'en fous. Et qu'est-ce que tu en penses de la polémique qu'il y a eu il y a presque une décennie, peut-être un peu plus, par rapport à Tata en Congo, où on l'a passé de bibliothèque enfant à bibliothèque adulte? Pareil, c'est-à-dire que voilà un bouquin qui reflète son époque et qu'on regarde comme aujourd'hui. Ça va avec Colbert qui est un vilain parce qu'il a écrit le Code Noir, quoi. Vous voyez, ça va avec toutes ces conneries, quoi. Et avec la servitude dans laquelle on est par rapport à la culture américaine. Je me souviens, j'écoute France Culture en général pour écouter une radio de fond comme ça, et à peine avait-on déboulonné le général Lee, je ne sais plus dans quel état américain, que aussitôt sur France Culture, le journaliste organise une émission. Chez nous, quel statut faut-il enlever? Voilà, je redis la phrase de Régis Debray parce que je trouve qu'il a raison. La colonisation culturelle de l'Europe est presque achevée. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à voir, nous, avec cette société américaine? Rien. Ouais, on s'approche de la fin. Est-ce que tu as des choses peut-être à rajouter, des anecdotes J'ai tout dit, j'en ai trop dit. Donc... Trop dit, peut-être pas. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Ouais, ok. Bon, je regardais un peu ce qui était marqué sur le chat. Sylvain Tesson figure dans votre recueil de portraits. À vous lire tous deux, j'ai l'impression que vous êtes d'une sensibilité proche. C'est vrai, moi je suis assez proche de Sylvain Tesson. On avait un très bon ami commun. Tesson était un grand ami de Jean Raspail. Il y a chez Jean Raspail un grand portrait une huile que Tesson lui avait offerte, faite par une de ses amies avec qui il a travaillé. Deux parentés, on va dire, celle-ci, c'est-à-dire une liberté de ton qui existe chez Tesson de père en fils d'ailleurs, parce que voilà, et un goût de la nature, parce que voilà, j'habite au bord d'un chemin noir pour faire une référence à Tesson. D'accord. Bon, bah, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Il y a des gens qui te remercient. Patrice Galmard a apparemment très bien apprécié ton intervention, et c'est pas le seul. Donc bon, après il y a des sujets, bon, c'est plus du débat. On n'est pas trop là pour faire un débat. Nicolas P qui parlait de Charlie Hebdo, qui avait changé sa ligne éditoriale, il faut en être conscient. Qu'Abus faisait partie à la fin des idiots utiles, manipulés par Valls et autres flatteurs. Bon, on peut toujours. Voilà. Excuse-moi, ça a coupé, on t'a pas entendu. On peut toujours. J'ai pas de. Voilà, je suis pas un professionnel
pour l'actualité et ces choses-là. Je veux dire, ce qui m'intéresse, en fait, par rapport à ça, c'est comment ça s'inscrit dans l'histoire longue. Voilà. Je trouve qu'on a un petit peu trop le nez aujourd'hui sur l'événementiel qui est bouffé la semaine suivante, et qu'en fait plus personne, chez les journalistes entre autres, n'ont le sens de l'histoire longue. Moi, ce que je traite dans mes histoires en général et dans mes albums, c'est ça, c'est le temps. Voilà. Et c'est ça qui me manque aujourd'hui, je crois. Et le prochain bouquin sur lequel j'écris, c'est ça. C'est quelque chose qui met le temps en perspective. Excuse-moi, question de Eric. Eric est assez spécial, hein, c'est pour ça que c'est mon modo préféré. As-tu un animal de compagnie? Si oui, chat ou chien? Chat. Mon panier est là, mais il n'est pas dedans. D'accord, un chat. Donc, bon, bah, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je sais pas ce que tu en penses. Tu as quelque chose peut-être à ajouter? On a fait le tour. Voilà. D'accord, Merci d'accord. d'être dans ma bibliothèque ronde. Et merci à toi hein, d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment plaisant et c'est très instructif. Euh, ouais, j'aurais bien aimé parler un peu de jardinage avec toi. Je vois que c'est quand même très présent. On fera une émission spéciale jardin. Ouais, on fera ça avec Patrice. Je sais qu'il aimait bien aussi cultiver ses tomates. Je sais plus trop où quand il partait dans une petite retraite, Et c'est vrai que bah faut revenir à la base. Hein, et la base c'est toujours l'art et l'agriculture. Voilà. Je te remercie. Au revoir, à bientôt. À très bientôt et merci encore. Bon, bah, je vous remercie à tous et bah, on se revoit la semaine prochaine avec Yves Gaudin, qui est à la fois artiste et chef de service au CNRS en virologie. Je vous invite à découvrir l'œuvre de Jacques Terpon si vous ne le connaissez pas. Je mettrai les liens qu'il faut, la page Amazon et BD But, je crois. Donc,